Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son rapport sur la situation en Haïti. Nous sommes reconnaissants à la conseillère à la sécurité nationale auprès du président du Kenya et nous avons écouté avec attention la représentante de la société civile, Madame Pascale Solage. Nous saluons la participation du ministre des Affaires étrangères de Haïti à notre réunion, ainsi que la participation de la République dominicaine. Nous sommes préoccupés par la dégradation de la situation dans le pays, notamment suite aux dépêches faisant état de menaces de coup d'État ou de renversement des autorités de transition. Ces derniers mois, les gangs ont encore renforcé leur contrôle sur la capitale, ont pris la ville de Mirbalais, qui jusqu'à présent était épargnée par les violences. Nous prenons note du rôle de la police nationale, dernier obstacle sur la voie des groupes criminels. Dans le même temps, nous sommes préoccupés par les informations indiquant que le bilan s'alourdit parmi la population civile en raison d'échanges de tirs et de recours à la force non proportionnelle de la part des autorités de mise en œuvre de la législation. La police doit protéger la population civile et non pas être responsable de sa propre supervision. Nous espérons que les nouvelles tactiques de lutte contre les gangs, telles que l'utilisation de drones, ne se feront pas aux dépens de la population civile. Dans ce contexte, nous ne voyons pas de preuve du rôle que joue la mission multinationale dans le pays. Cela s'explique en partie par le fait que le contingent international n'est pas suffisant pour contrôler la situation dans la capitale ou encore pour procéder à des patrouilles dans les quartiers d'autres villes. Pour bien comprendre l'efficacité de la mission et sa nécessité, le Conseil de sécurité a besoin d'informations plus détaillées. Évidemment, les exposés tels que l'intervention de la conseillère en matière de sécurité auprès du président du Kenya permet de renforcer la transparence de la mission et la confiance. Monsieur le Président, nous avons étudié les propositions du secrétaire général quant au renforcement de l'assistance de l'ONU. Nous sommes prêts à en discuter avec les collègues du Conseil. Dans le même temps, il est clair que pour créer de nouveaux mandats ou de nouvelles structures, il nous faudra des mois que ce pays en situation de catastrophe n'a pas. Nous estimons que nous devons donner la priorité aux instruments existants tels que la mission multinationale. Les pays bailleurs de fonds qui l'ont créée et qui ont promis un financement stable doivent honorer leurs engagements afin que ce mandat puisse être mis en œuvre de façon adéquate. S'agissant des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, leur adoption, comme nous avons pu le constater, n'a pas contribué à une modification de la situation dans le pays. Les autorités à Port-au-Prince ne connaissent pas le fonctionnement du régime et ne l'appliquent pas dans la pratique. En fait, ce régime de sanctions n'est pas mis en œuvre. L'embargo sur les armes n'empêche pas les gangs armés d'enrichir leurs arsenaux et Washington, malgré sa contribution au comité de sanctions, ne prend pas les mesures nécessaires pour endiguer le flux d'armes vers l'île. Nous sommes convaincus que les sanctions ne peuvent pas être un facteur déterminant dans la lutte contre la criminalité. Pour cela, il faudrait avant tout renforcer les organes nationaux de mise en œuvre de la législation. Monsieur le Président, la débauche de violence à Haïti n'est pas le fruit du hasard, mais bien un résultat logique de la dégradation de la situation dans un pays qui a tant souffert et qui, depuis plusieurs années, est dépourvu d'autorités élues démocratiquement. En avril 2024, on a célébré, ou plutôt en avril 2024, on a formé en toute hâte le Conseil présidentiel qui n'est pas capable de faire face à les situations et de s'acquitter de la confiance dont il a bénéficié. Dans ce contexte, les demandes pour un pouvoir plus représentatif de la part de la société civile se comprennent. Les efforts doivent contribuer à la tenue d'élections et à un référendum constitutionnel afin de garantir des autorités démocratiquement élues. Dans le même temps, en l'absence de sécurité
ou d'un État capable de la garantir, la possibilité d'organiser des élections est remise en question. Nous estimons que la solution à plus long terme dépend des Haïtiens eux-mêmes qui doivent pouvoir, sans ingérence extérieure, trouver des réponses aux nombreux enjeux auxquels fait face le pays. Nous savons que le peuple haïtien a la possibilité de défendre ses intérêts nationaux et son pays face aux interventions extérieures. L'histoire de ce pays en est la preuve. Il y a quelques jours, nous avons célébré en grande pompe les 200 ans de la reconnaissance d'indépendance de l'État d'Haïti par Paris. Cette reconnaissance s'est accompagnée d'obligations honteuses, notamment l'indemnité à payer pour l'indépendance, première fois dans l'histoire où une victime a dû dédommager son obsesseur. En conséquence, ce jeune État haïtien a été contraint pendant 140 ans de payer des sommes faramineuses aux colonisateurs français qui, avant l'indépendance de Port-au-Prince, pendant des décennies, ont siphonné les ressources naturelles et ont exploité allègrement la population locale. D'après les experts, les pertes économiques pour Haïti en raison de ce paiement de la dette dépassent les 20 milliards de dollars américains. Dans ces conditions, l'on peut comprendre pourquoi les autorités haïtiennes et la société haïtienne appellent à des dédommagements pour le versement de ces dettes. Nous appuyons les demandes légitimes de Haïti, tout comme d'autres pays de l'hémisphère sud, qui appellent les anciennes métropoles à être responsables des crimes commis pendant l'ère coloniale. Il convient de tourner la page de cette période honteuse de notre histoire. Merci. Je remercie Monsieur le représentant.